Donc, Maître Mercier, ce que je voulais discuter avec vous, puis évidemment avec Maître Sigouin puis nos prochaines invités par la suite, c'est le recours de Maître Manolé, qui est la chance contre procureur général du Québec. Donc, si je ne me trompe pas, c'était la contestation du décret portant sur la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Est-ce que ça, c'est Exact. exact? C'est OK. exact. Bon. Donc, Maître Manolé a fait une requête et elle a tenté de le faire suspendre en attendant une audience sur le fond, un peu comme vous, votre passeport vaccinal. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'évidemment, on sait tous, le gouvernement a reculé Oui, sur l'application du décret. Par contre, là où il y a eu un débat et Maître Manolé dit on n'est pas dupe, c'est que le décret est toujours en vigueur. On a juste refusé de l'appliquer. Donc, techniquement, il y a encore force de loi. Il n'a pas été abrogé. On a juste dit on ne l'appliquera pas. Donc, ça, c'est une partie du problème qu'elle a dit au juge. Je dis, écoutez, parce que là, évidemment, le procureur général disait on peut fermer le dossier, tout C'est ça plus est terminé. pertinent. Ouais. C'est une Exact. question qu'on avait. La question est devenue, c'est ça, tu sais, la question est devenue théorique. Là, Maître Manolé a répondu sur deux volets. Le premier étant, ben écoutez, le décret n'est pas abrogé, donc c'est certainement pas théorique. Tu sais, c'est bien beau la parole du gouvernement, mais sans vouloir faire de l'ironie ou de la politique, on sait tous que la parole d'un politicien, ça ne vaut pas grand-chose tant et aussi longtemps que ce n'est pas en vigueur. Faut que en bon beauceron, il faut que les bottines suivent les babines. les babines, oui. Et donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est qu'elle a dit, écoutez, le décret est très, très large et ça ne règle pas tous les problèmes. Premièrement, il y a des problèmes plus spécifiques de droit du travail qui débordent un peu de son recours parce que là, évidemment, on a dit, vous n'aurez plus de primes, on ne payera plus votre stationnement, à peu près tous les avantages sociaux de celles qui sont non vaccinées. Même si on accepte qu'elles se fassent tester, on leur enlève un paquet de primes et même les syndicats ont eux-mêmes entrepris un recours en parallèle pour venir dire vous passez outre notre pouvoir, comme la FIC, exemple, vous passez outre notre pouvoir de négociation syndicale parce que vous avez imposé des choses qui n'étaient pas dans la convention collective, des nouvelles mesures. Et ça, le tribunal du travail, là, il y avait une demande de scission pour faire un rejet et le tribunal du travail a dit non, on va tous entendre ça. Là. C'est un dossier très, très, très récent, ça aussi. Et Maître Manolé disait, évidemment, Maître Manolé disait, tout d'abord, il y a une question des nouveaux infirmiers, infirmières, nouveaux médecins qui, eux, à l'embauche, on exige la vaccination. Et ça, c'est une partie du décret qui n'a pas été réglée par le fait que le gouvernement a reculé. Donc, il y a un paquet d'aspects, sans rentrer dans tous les détails, de dire c'est une chose que le gouvernement dise on a bluffé, on arrête parce qu'on va tout être dans le trouble. Ce qui est quand même très important parce qu'on comprendra que le juge avait refusé son sursis, si vous voulez, son injonction temporaire, en disant j'en ai pas une preuve de bris de service. Et là, le gouvernement est venu dire on disait qu'il n'y en aurait pas, mais finalement, il y en aurait. C'est ça qui ont reculé, dans le fond. Et là, évidemment, ils ont l'air fous un petit peu sur le fond parce que l'admission demeure la meilleure preuve. Et ça renforce énormément le recours de Maître Manolé parce qu'évidemment, ça a été le débat sempiternel de dire est-ce que le vrai problème, c'est la pandémie ou c'est pas plutôt les problématiques du système de santé qu'on a au Québec depuis bien avant la pandémie. Là. Ça ne date pas d'hier. Là. Et évidemment, la réalité est probablement quelque part entre les deux. Là. Évidemment, la pandémie, personne nie que ce n'est pas une situation ordinaire, mais jusqu'à quel est où le nœud du problème, ben ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir toute la nuit et toute la journée. Du lendemain, on n'en terminerait pas. Là. Donc, le recours il est encore pertinent, même si le gouvernement a reculé sur l'application, il est encore pertinent pour les raisons que vous avez mentionnées. Oui, et si je ne m'abuse, hier, le procureur général a plaidé pour demander justement qu'on rejette carrément le rejet et ça ne semble pas avoir été très, très bien passé pour eux de ce que j'en ai compris. Il n'y a pas de jugement de rendu encore, mais au niveau de l'audience, les juges ne semblaient pas très ouverts à dire que ce dossier-là, effectivement, était devenu un dossier mort au bulletin. Obsolète, là, tu sais, dans le fond, c'est ça. Mais de toute façon, moi, j'ai le goût de vous répondre que c'est ça la beauté du droit quand même, puis des décisions qui sont rendues. Des fois, ça permet d'avoir un débat un peu plus démocratique sur des positions quand même, puis qu'une décision, même si elle n'est pas applicable en ce moment, elle sert pour d'autres situations. Et tous les dossiers de rejet, les tribunaux à raison, sont toujours excessivement prudents avant de rejeter des recours. Je prends l'exemple du dossier de Maître Desrochers.
en Outaouais qui portait sur le couvre-feu le premier, et pas le deuxième, et qui actuellement est en demande d'autorisation devant la Cour suprême parce que justement, il est venu dire, écoutez, même s'il n'y a plus de couvre-feu, c'est important de se prononcer parce qu'on n'a jamais eu de crise comme ça et normalement, un sursis, c'est seulement des affidavits et c'est une preuve très sommaire pour un interlocutoire. Mais là, lorsqu'on rentre dans un dossier comme ça, où c'est des décrets, c'est des mesures immédiates, l'argument qui s'est déjà plaidé dans d'autres dossiers qui sont allés devant la Cour suprême était de dire c'est tellement important, puis c'est tellement la même chose qu'on demande au sursis que ce qu'on demande au fond, que le sursis devrait être traité avec plus de déférence et qu'on devrait faire une preuve plus élaborée sur le sursis. Et donc, on devrait aller au fond des choses, on devrait permettre plus de preuves et on devrait aller plus loin qu'on le fait dans un sursis normalement. Ce qui, à mon avis, est une question très intéressante, très appropriée, parce qu'évidemment, le droit, c'est la raison pourquoi il y a des précédents, c'est généralement, c'est justement parce que c'est des choses qui peuvent se reproduire. Ben oui, c'est ça. Là, tous les experts s'entendent pour dire que avec la détérioration de l'environnement, la déforestation, la mondialisation, les pandémies sont des choses de plus en plus communes et c'est des choses qu'on risque de revoir. Toute l'importance de trancher ces questions-là, même si elles sont devenues soi-disant théoriques. Qu'est-ce qui peut arriver, disons, dans ce recours-là? Disons que Maître Manolé obtenait gain de cause. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, là, c'est là qu'on va arriver à dire le décret va probablement, évidemment, si elle avait gain de cause, le décret serait annulé, serait abrogé, serait déclaré inconstitutionnel par le tribunal. Évidemment, ben là, est-ce que ça va aller en cour d'appel? Est-ce que ça va aller en cour suprême? Ça, c'est toute une autre question, mais pour le bénéfice des gens, le décret tombe. Et à ce moment-là, là va se poser la question, justement, des fameux recours contre le gouvernement. Puis est-ce que, parce qu'il faut comprendre qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, normalement, surtout quand elle a des effets comme ça, c'est rétroactif. Ça s'applique au moment où le décret a été adopté. Et ça veut dire que toutes les infirmières qui n'auraient pas eu leur prime auraient droit de se faire verser un rétroactif de toutes ces choses-là, d'être indemnisées. Mais là, est-ce qu'ils ont le droit aussi d'aller demander des dommages? Et là se pose la question des deux choses qui reviennent régulièrement. Je pense, j'avais déjà abordé un petit peu dans un autre, qui est la fameuse doctrine d'immunité de la couronne, de un. Ouais. Mais c'était dans la salle d'attente, c'est ce qu'on a fait passer, l'immunité parlementaire. Qui n'est pas la même chose. L'immunité de la couronne en est une, l'immunité parlementaire en est une autre, parce que l'immunité parlementaire, ça aussi, je me suis fait demander souvent, surtout après les déclarations incendiaires de Justin Trudeau sur les non-vaccinés. Et là, les gens disaient, est-ce qu'on peut le poursuivre? Et là, moi, ma réponse était de dire, s'il avait prononcé ça au gouvernement, dans le Parlement, non, mais lorsqu'il est à l'extérieur, qu'il est dans un talk show, il n'est pas dans ses fonctions, puis à mon avis, il peut être poursuivi. Le poursuivi personnellement ou en tant que... Je pense qu'à ce stade-là, il n'y a pas de différence, parce que c'est bien beau dire que tu es premier ministre tout le temps, mais là, tu es dans un talk show, là. Les commentaires que tu fais là, tu ne les fais pas dans une déclaration à titre officiel ou solennel. Moi, je pense que c'est tout à fait débattable de dire que ce que tu fais là, tu ne le fais pas dans l'exercice de tes fonctions. Et historiquement, l'immunité parlementaire, c'est généralement pour les propos qui sont en chambre pendant la période de questions. Parce que je vous dirais que même si c'était dans un exemple, une cérémonie où vraiment ça serait des fonctions officielles, mais que ce serait en dehors du Parlement, je serais curieux de faire la recherche là-dessus. Ou une conférence de presse ou exact. Où là, on dirait que c'est ses fonctions, mais ce n'est pas ses fonctions de parlementaire. Parce que ça, c'est l'immunité parlementaire, comme l'immunité de la couronne, ce sont des principes de common law qui nous viennent de l'Angleterre. Ça ne date pas d'hier et c'est ce qu'on appelle du droit... le Commonwealth, là, du droit... C'est de la common law, mais c'est un droit, j'oublie le terme, mais c'est un droit qui est historique et c'est un droit qui est non écrit. Okay. C'est de la même façon qu'on va parler de tradition parlementaire où c'est des choses qui se font au Parlement, mais il n'y a aucun règlement, aucune loi d'écrit. C'est juste, ça a toujours été comme ça. Et c'est devenu une règle applicable en droit, mais c'est comme une espèce de droit verbal, de droit traditionnel, un peu comme du droit autochtone. Ouais. Où généralement, on va faire la preuve par un autochtone qui est un sage, un ancien, qui va expliquer comment la tradition était. Donc, c'est un peu le même principe.